Bonjour et bienvenue dans Contraste, votre émission de vulgarisation sociologique préférée. Oui, vous avez été beaucoup à nous arrêter dans la rue pour nous féliciter de ce format. Ah bon? Non mais laisse. Et parmi vos nombreux compliments, une demande revenait souvent. Oui, arrêtez de mettre Donald Trump sur toutes les vignettes de toutes les vidéos de Blast. Non, vous vouliez qu'on vous parle de déterminisme social. Ah oui, c'est 100% réel, j'étais là. Et donc, comme on est à l'écoute de notre communauté, on vous fait un épisode sur le déterminisme social. Ils vont croire à notre histoire, je pense. Le 22 août dernier, Libération publie un article intitulé « Léon Marchand, les frères Lebrun, Élodie Clouvel, les champions des JO, médaille d'or de la reproduction sociale ». Et qu'apprenait-on dans cet article? Eh bien, notamment que les élites sportives sont souvent issues de familles sportives, et la présence d'un sportif dans la famille, voire d'un sportif de bon niveau pratiquant la même spécialité, constitue un facteur favorisant le développement de l'excellence sportive. Ça fait beaucoup de fois le mot sport quand même. Les deux sociologues du sport cités par l'article, Lucie Forté et Christine Ménesson, estiment qu'environ 70% des athlètes de haut niveau sont des héritiers. Des héritiers de la pratique sportive. Autrement dit, le sport était une pratique très ancrée dans leur famille. L'auteur de l'article, Adrien Nasli, prend plusieurs exemples, notamment celui des frères Lebrun. Et il recolle Alexis Lebrun. Le grand frère revient à hauteur du petit frère, un partout. On apprend que le père de Félix et Alexis, Stéphane Lebrun, était numéro 7 français de tennis de table, donc un joueur pro. Et leur oncle, Christophe Legout, était aussi joueur professionnel. Triple médaillé européen dans la même discipline. Il y a 10 000 personnes autour de nous, il y a trois matchs à côté avec des Chinois qui jouent, donc c'est vrai qu'il y a une super ambiance. Mais l'auteur se penche aussi sur la coqueluche du sport français, le nageur Léon Marchand. Vous ne le saviez peut-être pas, mais le père de Léon Marchand est lui aussi nageur professionnel. Son petit Léon dans les bras, Xavier Marchand a déjà construit l'avenir. Ce samedi, c'est à la piscine Castex. Désolé, on n'a pas pu s'en empêcher. En tout cas, l'article de Libé donne aussi plein d'autres exemples, en s'appuyant toujours sur des chiffres. Au basket, le phénomène est encore plus visible. La quasi-totalité des joueuses de l'équipe de France, 10 sur 12, a un ou deux parents basketteurs ayant joué dans des clubs pro et des compétitions nationales ou internationales. Mais simplement dire que des personnes qui ont des parents sportifs de haut niveau deviennent sportifs de haut niveau, ça énerve des gens. Ça a fâché tout rouge le site d'extrême droite Boulevard Voltaire et ils ont sorti un article énervé avec pour titre « Quand Libération remet en question le mérite de Léon Marchand ». C'est un article écrit par Jean Cast. Jean Cast. Non, c'était la fois de trop là. C'est assez révélateur. Tout le monde trouve normal que les sportifs viennent de familles de sportifs. Mais le dire, c'est remettre en question leur mérite. Et ça, dans le sport où la performance individuelle est reine, c'est très mal vu. Ouais, ce qui compte, c'est le travail, la volonté, et puis c'est tout. Mais pourtant, on sait que c'est faux scientifiquement. On vous l'a dit, plus de 70% des athlètes viennent de familles de sportifs. C'est pas un hasard. Oui, c'est pas vrai que pour le sport. La famille a toujours un poids considérable dans nos choix. C'est vrai aussi si vous voulez intégrer une grande école, par exemple. Prenez ce graphique des Échos, on y trouve des chiffres impressionnants. Avoir un père qui a fait une grande école multiplie vos chances d'en faire une par 83. Alors ça varie en fonction des écoles, c'est multiplié par 107 si votre daron était à l'ESSEC. Et si vous voulez entrer à l'ENA alors que votre père y était, vous avez 330 fois plus de chances que la moyenne d'y parvenir. Et ça, on pourrait l'appliquer partout. Les enfants de médecins deviennent davantage médecins, les enfants de profs deviennent davantage profs, et les enfants d'ouvriers deviennent davantage ouvriers. Bon, on dit bien davantage, c'est pas une fatalité. Mais la plupart des gens restent dans le milieu social et professionnel de leurs parents. Surtout chez les riches. Ma mère a fait Sciences Po, mon père a fait Sciences Po, mes deux grands-parents, tout le monde. Et Léna aussi, bon. Sauf que ma mère l'a raté. Et ça, c'est ce qu'on appelle en sociologie la reproduction sociale. Et ça n'a rien à voir avec le mérite. Non, la reproduction sociale, c'est un fait scientifique, chiffré, sourcé. Notre société fonctionne quasi exclusivement comme ça. C'est un peu l'inverse de l'ascenseur social. Ouais, c'est un genre de couloir social qui serait plat et chiant. Depuis longtemps, les sociologues travaillent sur ce phénomène et il faut qu'on vous parle du plus célèbre d'entre eux, Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, c'est un sociologue français extrêmement influent, admiré par beaucoup, mais il a aussi pour caractéristique d'être parfaitement imbitable. Je suis honoré, je ne j'ai pas pu lire le livre de monsieur. Je m'excuse, j'ai essayé, mais c'est assez ardu pour mon cerveau. Bon. Je suis pas très intelligent ni instruit. Non, mais même en ayant fait des études de sociaux, c'est compliqué. Pour lire Bourdieu, il faut s'accrocher. Mais là, on va simplifier un maximum. Le travail de Pierre Bourdieu est vaste, mais il a essentiellement travaillé sur la reproduction sociale. C'est le cas dans son ouvrage coécrit avec Jean-Claude Passeron, Les héritiers, qui se penche sur le rôle de l'école dans la reproduction des inégalités. Pierre Bourdieu, il a développé une lecture de classe de la société, mais c'est pas une lecture uniquement économique. Pour lui, c'est pas seulement parce qu'on est riche qu'on fait partie de la classe supérieure. Bourdieu, il a développé la notion de capital. Les individus, ils ont un capital économique, certes, mais aussi un capital culturel.
Alors celui-là, il peut prendre 3 formes. Celle de l'habitus, qui permet d'avoir un comportement adapté au milieu social dans lequel on évolue. Celle des biens culturels possédés, par exemple les œuvres d'art ou les livres. Et enfin, celle des diplômes qui sanctionnent officiellement un niveau culturel. En gros, le capital culturel, c'est oui, avoir des diplômes, mais ça peut être aussi avoir des bouquins, les sorties culturelles, le théâtre, le musée. Oui, c'est différent du capital économique. On peut donc avoir un capital économique faible, mais un capital culturel élevé. C'est le cas des profs ou des doctorants, par exemple. Comme le capital économique, le capital culturel se transmet aussi. On hérite de tout ce que notre milieu social nous apprend, et pas uniquement de son argent. C'est vrai pour tout le monde, donc c'est aussi vrai pour Léon Marchand. Encore une fois, ce sont des thèses qui sont étayées scientifiquement, mais qui sont souvent rejetées. Oui, parce que pour beaucoup de monde, ça sous-entend qu'on serait pas maître de nos existences. Et c'est en partie vrai, hein. On est tous contraints par ce qu'on appelle des déterminismes. Ma mère est si pauvre qu'elle agite un esquimau dans la pièce et elle dit qu'on a la clim. Donc cette idée de déterminisme social, le fait qu'on serait limité dans notre évolution par notre milieu social d'origine, ça dérange. Oui, ça dérange parce que c'est en contradiction avec nos sociétés qui sont centrées sur l'individu et la réussite personnelle. Pourtant, il paraît évident qu'un enfant d'ouvrier, s'il ne sait pas qu'un IEP existe, il ira jamais, même avec toute la bonne volonté du monde. Et ça, c'est ce que la philosophe Chantal Jacquet explique. La volonté, c'est un mot, mais c'est un mot qui sert à masquer très souvent l'ignorance de ce qui permet un changement de classe, puisque quand on dit quand on veut, on peut, eh bien on se donne d'avance un principe explicatif, parce que pour vouloir, il faut vouloir quelque chose, et il faut bien que ce quelque chose ait émergé, qu'il y ait d'autres modèles sous les yeux, et je ne dirais pas quand on veut, on peut, je dirais plutôt quand on peut, on veut. C'est ça, pour pouvoir, il faut vouloir quelque chose, que ce soit être sportif de haut niveau ou entrer à l'IEP, même celui de Grenoble. Bon, ça c'est pour l'ascension sociale, mais en fait, il y a beaucoup plus d'aspects de nos vies qui sont déterminés que l'on pense. Oui, ça se joue à un niveau très intime, c'est pas seulement une question de carrière professionnelle ou académique. Bourdieu a aussi beaucoup travaillé sur les goûts, et devinez quoi ? Nos goûts sont aussi situés socialement. Je dis que les gens sont infiniment moins libres qu'ils ne croient. Ah ouais, grosse ambiance, Pierre Bourdieu. Mais cette idée que les goûts sont situés socialement, elle est assez instinctive finalement. Prenez ces 2 personnes choisies totalement au hasard, très représentatives de la population française. Si je vous dis golf, champagne et vernissage, et si je vous dis camping, café soluble et manif, normalement vous devriez pouvoir attribuer ces goûts à l'un ou à l'autre. Autre exemple, quand je dis chasse à courre, vous avez une image mentale des gens qui pratiquent ce truc. On se réjouit pas de la mort de l'animal, mais c'est pas pire que de manger du McDo et des poulets élevés en batterie. Et si je vous dis tuning, là vous avez une autre image mentale, et peut-être que cette image mentale, elle est plutôt négative. Et là on arrive sur un autre point que souligne Bourdieu, nos goûts sont aussi des dégoûts. Et d'abord, c'est que les goûts, finalement, sont des dégoûts. Alors ça, j'ai mis beaucoup de temps à le trouver. C'est le dégoût du goût des autres. En gros, ça veut dire qu'on se construit socialement en opposition par rapport à des goûts qu'on considère moins bons et moins valables que les nôtres. La télé-réalité sur W9, c'est un truc de beauf. Faut mieux regarder France 5 ou Arte. Oui, et le Nutella, c'est un truc de pauvre. Moi, personnellement, j'achète du nocciolata, ce qui fait de moi une meilleure personne. Ce qu'on essaie de vous dire, c'est que nos goûts, ils sont situés socialement, et ils participent à la reproduction sociale. Un exemple comme ça, en 2011, Sciences Po décide de supprimer l'épreuve de culture générale du concours d'entrée pour le rendre moins discriminant. Et c'est pas pour rien, la culture générale, en fait, c'est la culture légitime, c'est les goûts de l'élite. La dissertation de culture générale est, du point de vue social, l'une des épreuves les plus discriminantes qui soit. Elle élimine tous ceux qui n'ont pas les bons codes, souvent hérités du milieu familial, expliquait en 2008 le ministre de la fonction publique André Santini. C'est une forme de discrimination invisible. Et évidemment, dans cette épreuve de culture générale, vous alliez pas parler football ou rap. Le capital culturel, c'est celui de la culture des élites, donc qui participent à la reproduction sociale et qui méprisent les cultures populaires. Sur ce thème, on vous conseille notamment la vidéo de Grégoire Simpson sur Joule. On vous conseille d'ailleurs toute la chaîne de Grégoire Simpson si vous voulez approfondir ce qu'on vous dit dans les vidéos. Tous ces goûts et ces dégoûts nous définissent socialement et vont nous pousser à nous habiller, à nous comporter, à parler de telle ou telle manière. Ouais, et tout ça, c'est ce que Pierre Bourdieu appelle l'habitus. L'habitus désigne l'ensemble des goûts et des aptitudes qu'un individu acquiert au cours de sa vie. L'habitus est non seulement un système de préférence, mais il est aussi un principe générateur de comportements conformes aux goûts acquis durant la vie. Ainsi, chaque individu développe en général un comportement régulier et cohérent qui lui semble naturel, mais qui est en fait le produit de toutes ses expériences sociales passées et qui oriente ses expériences sociales futures. L'habitus, c'est tout ce qu'on est socialement, ce qui nous ancre dans une classe sociale. C'est l'habitus de nos 2 personnages sélectionnés au hasard de tout à l'heure qui permet de les rattacher à une catégorie sociale sans les connaître. Leur habitus, c'est en fait leur allure générale. Ce qu'on vous dit depuis le début, ça peut vous paraître évident, mais ça c'est le propre de la sociologie, de mettre en lumière ce qu'on observe quotidiennement. On observe ces phénomènes, mais on ne les questionne pas et on ne les comprend pas forcément. Et c'est le rôle des sociologues que de lever le voile sur ces phénomènes sociaux qui nous paraissent naturels. Comme l'amour par exemple. L'amour.
L'amour. Et oui, même l'amour n'échappe pas aux déterminismes sociaux. On ne tombe pas amoureux par hasard et on ne se marie pas par hasard. Je dis que les gens sont infiniment moins libres qu'ils ne croient. Écoutez ce qu'en dit Michel Boson, sociologue spécialiste de la sexualité. Lorsqu'on s'attache à décrire dans le détail les trajectoires sociales parcourues par les conjoints, il apparaît que les couples unissent le plus souvent des individus aux trajectoires sociales parallèles. Une femme de milieu populaire qui fait des études supérieures forme souvent un couple avec un homme de même profil. En résumé, on se marie avec des gens qui nous ressemblent socialement. Oui, on se rapproche, consciemment ou pas, des personnes qui ont les mêmes codes, les mêmes habitudes de vie, les mêmes loisirs, les mêmes goûts et les mêmes dégoûts que nous. Exemple, ah bah toi aussi tu détestes les pauvres qui achètent du Nutella? Eh bien mettons-nous en couple. Rechercher un conjoint dans le même groupe social que nous, ça a un nom, ça s'appelle l'homogamie, et c'est pas n'importe quoi, c'est prouvé scientifiquement. C'est sérieux, hein, c'est pas de la merde la socio, s'il te plaît. Bon, la source date un peu, mais regardez ce tableau à double entrée qui vient d'une enquête emploi réalisée en 2011. Il y a une surreprésentation des mariages au sein des mêmes classes sociales. Près de 60% des agriculteurs sont avec des agricultrices, et plus de 80% des ouvriers ont épousé une ouvrière ou une employée. Pour en revenir à notre exemple du début, les parents de Léon Marchand sont tous les deux d'anciens nageurs professionnels. Oui, parce qu'on vous a parlé de son père, mais sa mère aussi, elle est nageuse à haut niveau. Sa mère, Céline Bonnet, a participé aux Jeux Olympiques de Barcelone en 92. Dans les années 90, elle va être 11 fois championne de France, notamment en 4 nages et en dos. Oui, mais Host et Maudit, ça c'était avant, quand on habitait dans un village où il y avait que des cordonniers, où on se rencontrait au bal musette. Ah, les années 80. Et pourtant non, cette homogamie sociale, elle reste stable dans le temps. Oui, on pourrait penser qu'avec les applications de rencontres et Internet, les choses changeraient. Et en fait, pas trop. Oui, c'est ce qu'a étudié la sociologue spécialiste de la conjugalité, Marie Bergström. Si on regarde l'âge, on voit que les couples formés sur Internet sont plus proches en âge que d'autres couples. Si on regarde l'origine ethnique, c'est l'inverse. Donc ça, c'est notamment des résultats qui viennent des États-Unis et qui montrent que les couples formés sur Internet sont beaucoup plus mixtes. Et si on regarde la classe sociale, enfin, on en parle beaucoup, finalement, ça ne change pas grand-chose. Les couples formés sur Internet sont ni plus ni moins homogames que d'autres couples. On récapitule. On vous a donc parlé de reproduction sociale. Donc c'est l'idée que les enfants, en général, on parle toujours en général, que les enfants restent dans le milieu social de leurs parents. On vous a parlé de capital économique et de capital culturel. C'est des ressources dont on dispose et qui, elles aussi, nous assignent à notre classe sociale. On vous a parlé de déterminisme, c'est-à-dire la notion selon laquelle il y a des contraintes qui pèsent sur chacun de nous et qui influent sur nos trajectoires de vie. Tous ces capitaux culturels, économiques, tous ces déterminismes, ils constituent l'habitus, c'est-à-dire la manière d'être et de faire d'un individu qui le rattache à sa classe sociale. Enfin, on vous a parlé d'homogamie, c'est-à-dire la tendance que l'on a à chercher à se mettre en couple au sein de notre propre milieu social. Ça fait beaucoup là, non? Bon, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Parce qu'effectivement, là, ça fait beaucoup. Bon, on peut déprimer dans son coin et puis se dire, bon, tant pis, ça sert à rien de continuer, je vais me contenter de me laisser porter par les déterminismes sociaux qui me traversent. Oui, alors en vrai, même si Bourdieu a théorisé ça récemment, ça fait longtemps que les penseurs ont conscience que les déterminismes sociaux existent. Ouais, vous avez Spinoza par exemple, avec son idée de puissance d'agir. Chantal Jacquet, spécialiste de ce philosophe du XVIIe siècle, y voit une manière de concilier liberté et déterminisme. Cette notion de puissance d'agir est capitale parce qu'elle permet de mettre l'accent sur le fait que nous avons une capacité à agir, mais cette capacité à agir n'est pas une capacité solitaire coupée du reste, elle se fait toujours dans un réseau de détermination qu'il s'agit de comprendre, détermination externe, détermination interne. L'idée, c'est de dire que connaître ces déterminismes, c'est un moyen de regagner de la liberté. Comprendre ce qui pèse sur nous, ça peut être une manière de lutter contre, de contourner, d'avoir des marges de manœuvre. Obéis. Et Léon Marchand alors, il mérite sa place ou pas? Peut-être qu'on s'en fout. Tant mieux pour lui et celles et ceux qui suivent ses exploits, mais c'est pas le sujet. Oui, parce que quand on parle de reproduction sociale, de déterminisme, on a tendance à mettre la focale sur ceux qui réussissent. Et plus encore, sur les gens qui ont connu une ascension sociale. Mais on en oublie tous les autres, toutes celles et ceux qui n'ont pas pu à cause des conditions dans lesquelles ils et elles ont vécu. Le vrai problème, c'est de savoir ce que l'on fait de ceux qui sont restés en bas de l'échelle et qui, de ce fait, ne peuvent rien vouloir. Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ont fait des efforts et qui ne sont pas parvenus à concrétiser ces efforts? C'est là, à mon avis, le vrai problème politique. Et si on veut faire société, il ne s'agit pas de mettre en avant les quelques rares qui s'en sortent, mais de penser à tous ceux qui restent sur le bord de la route.
Alors dans cet épisode, on est resté volontairement assez large. On rappelle que c'est une émission de vulgarisation qui se veut très accessible. Mais sachez que quand on parle de déterminisme, on ne pense pas uniquement au capital économique et culturel ou à la classe sociale. Oui, parce qu'on est aussi déterminé par notre genre, notre couleur de peau, notre orientation sexuelle. Tous les groupes sociaux qui sont discriminés, ils subissent des déterminismes spécifiques que le reste de la population ne connaît pas. Les analyses, les discours sont souvent centrés autour de celles et ceux qui ont réussi à s'extraire de leurs conditions. Pourtant, toutes les personnes non moins méritantes qui ont travaillé toute leur vie sans jamais devenir des transfuges de classe, pour reprendre un terme à la mode, eh bien, on les oublie. Les déterminismes sociaux sont une réalité et les nier ne nous avancera à rien. Au contraire, les comprendre, les décortiquer, ça peut devenir une arme politique. Et c'est aussi à ça que sert la sociologie. Voilà, on espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à activer la cloche et vous abonner au contenu de Blast. Et si vous voulez soutenir Blast, vous pouvez même faire un don ponctuel ou régulier pour nous aider à produire nos contenus et à continuer à vous proposer toujours plus d'émissions de qualité. Si vous voulez qu'on puisse manger, parce que là j'ai plus rien dans mon frigo. Non, c'est pas vrai. Attends. Non mais quelle énorme chialeur quoi. Et ça, c'est ce que la philosophe Françoise, pourquoi Françoise? J'ai envie de la renommer, ça va pas. Et c'est pas pour rien. Et voilà, j'ai oublié.